Good evening, everyone. Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes là pour discuter du design pratique émotionnel de la vie dans l'espace et je commencerai par une citation qui, lors de ma première rencontre avec le docteur Douglas, m'est venue à l'esprit et que construire une base sur Mars est une idée horrible. Faisons-la. C'est une discussion, un débat qui consiste à comprendre l'habitat dans l'espace sur lequel nous voulons réfléchir et sur les caractéristiques de cet environnement, les différents concepts de design sur la construction sur cette vie du point de vue social, psychologique, technologique, physique, physiologique. Nous avons ce soir parmi nous Dr Adrianos Golemis, médecin de vol de l'équipe de médecine de l'espace de l'exploration humaine et robotique, Xavier de Costellier, architecte, technologiste à la tête de la Design Technology and Innovation au studio Hassel, George Lordos, doctorant au département d'aéronautique et d'astronautique au MIT, et Alexandros Lordos, directeur de doctorat, Centre for the Study of Line Skills and Resilience, maître de conférence à la Clinical Psychology and Licensed Clinical Psychologist à l'Université de Chypre. Et nous avons également l'honneur d'avoir avec nous Dr Ioannis Daglis qui va modérer ce débat, professeur d'astrophysique à l'Université d'Athènes, président du Centre hellénique de l'espace, directeur de l'Observatoire de l'Université d'Athènes. Je m'excuse de prime abord de regarder mes notes, mais je voudrais ne rien oublier. Je voudrais également souhaiter la bienvenue, donner la parole à Adrianos Golemis pour qu'il se présente. Bonsoir, je m'appelle Adrianos Golemis, Adrien en français. Tout d'abord, permettez-moi de dire que je suis très heureux de participer à ce panel et je voudrais également vous remercier de m'avoir invité. Pour me présenter, je commencerai par dire que je suis originaire de Larissa, je suis médecin. Je vais partager avec vous certaines informations qui sont liées à ce que nous allons discuter aujourd'hui, donc avec l'astronomie, l'espace. Et j'ai décidé ainsi, après mes études de master, de faire mes maîtrises en études spatiales à l'université. J'ai fait un master à l'ESA, où j'ai fait une mission en Antarctique isolée pendant 1 an. Et l'objectif était de recueillir des informations sur des conditions qui ressemblent à l'espace. Donc, j'ai passé une année sur Concordia. Et bien sûr, c'était une expérience très intéressante. Et ceci m'a conduit au centre à l'ESA, à l'Agence spatiale européenne, et notamment au Centre européen des astronautes, où nous suivons la santé et la psychologie pendant l'entraînement des astronautes. Car nous savons que notre corps, mais également notre psychologie, change lorsque nous sortons de la Terre, lorsque nous allons dans l'espace. Donc, nous suivons cet état. Et si vous voulez, nous allons voir certaines photos ensemble. Ici, vous avez une piscine où se fait l'entraînement des astronautes. Ensuite, c'est à Houston, à la NASA. Ici, nous suivons la santé des astronautes. Ici, vous
pouvez voir l'environnement se fait, une simulation de la microgravité. Donc, j'ai eu la chance de participer de ce lancement des astronautes. Et ici, sur cette photo, là, nous étions à l'atterrissage. Je suis très heureux d'avoir pu participer à cette expérience et en commençant, j'aimerais dire qu'en tant que scientifique et médecin, je dois dire qu'il y a des avantages tangibles et non tangibles pour tous et qu'il faudrait y poursuivre cette expérience. Nous allons donc sur la Lune et nous allons aujourd'hui entendre beaucoup parler de Mars. Merci. Merci, Dr. Golemis. Lordos, Alexandros Lordos. Dr. Alexandros Lordos. Bonsoir, je suis né à Chypre dans les années 70, en plein milieu de la guerre dont a souffert notre pays. Et ceci a marqué toute ma génération, toute la génération des Chypriotes. Et nous étions intéressés, nous voulions comprendre ce qui se passe dans ce cas de ce conflit. Cette motivation, cet intérêt m'a conduit à ma carrière actuelle. Je suis psychologue clinique qui travaille en collaboration avec les Nations Unies pour reconstruire la santé mentale, les conditions de vie dans un pays qui est très affecté par cette situation. Donc, ceci m'a amené à des endroits très éloignés de notre planète, de Népal, en Bosnie, de l'Ukraine, en Libérie, en Soudan, en Malaisie. Et à chaque fois, nous étions confrontés au même problème. Comment on peut renforcer les liens de solidarité et de compagnonnage entre les membres d'une société. Il y a 2 ans, j'ai eu également l'occasion de participer à une mission sur la psychologie dans l'espace. Et George Lordos, qui est mon frère et un de mes meilleurs amis, qui participe à mon équipe, il va vous en parler. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui sur la conception d'un habitat sur Mars. Ceci m'a paru très familier, car si la question consiste à la construction, comment on peut construire une société dans des conditions de fort conflit, d'adversité, en préservant la résilience des habitants, de ces habitants, c'est ce qu'on l'on fait. Donc, il ne m'a pas été difficile de penser à la mise en place d'un tel habitat sur Mars dans des conditions extrêmes. Monsieur George Lordos, merci. Merci de nous avoir invités. Avec mon frère, Dr. Alexandros Lordos, nous partageons depuis notre très jeune âge cette passion pour l'astronomie. Et bien que nos intérêts académiques et scientifiques sont différents, nous mutualisons les efforts car nous partageons cet intérêt sur la construction d'un habitat sur Mars. Nous allons revenir par la suite. Mais j'aimerais vous raconter une histoire qui revient à 1986. Si vous vous souvenez, il y avait à l'époque la comète de Halley qui était triomphant dans le système solaire, qui devenait visible à l'œil nu depuis la surface de la Terre. Et avec Alexandros, nous avons organisé avec des amis comment nous pouvions voir cela. Nous avons emprunté des fournitures d'un camping de club de randonnée et nous avons pu
Nous avons ouvert une tente à 3 heures du matin et nous avons pu voir la comète aller juste devant nous. Donc, nous avons toujours eu l'occasion de faire des choses ensemble. Pour ce qui me concerne, je suis doctorant au MIT, au département d'astronautique et d'astrophysique, et je m'intéresse à l'écologie industrielle en tant qu'écosystème, notamment de la Lune et de Mars. Et je pense que ceci, si l'on veut avoir des expériences humaines durables, c'est un environnement très approprié. From Switzerland, Professor Jeffrey Hoffman, who was a former shuttle astronaut who repaired the Hubble in orbit, and with Professor Edward Crowley, who co-wrote the Augustine report, if you're familiar with it. This was 15 years ago, and it was the vision that led to today's commercial space. So my teams at MIT are currently working on projects for NASA and for the American Institute of Aeronautics and Astronautics. And some of the work we're doing includes a proof of concept for a self-deploying tower to support the exploration near the permanently shadowed regions of the moon, where we believe there is ice to be found. There is also a prototype for a prospecting system that we're building to search for and recover underground ice on the moon and Mars. And recently I've written with others a white paper on ensuring economically viable lunar settlements that we have briefed to the House Science Committee, and we will be briefing to the National Space Council soon. I also lead the team of teaching assistants at MIT's System Design and Management program. And that's a very interesting aspect of my work. We train mid-career professionals on the fundamentals of system architecture and systems engineering. And generally, I'm very interested in space economics, space settlements, and establishing supply chains on other worlds based on local resources. So the fundamentals for a future for humanity in space. Thank you very much. And Mr. Tequestelier, Javier Tequestelier. We don't hear you. No. You probably have muted your microphone. I have indeed muted my microphone. That's Is this better? Yeah. Very good. Sorry about that. Thank you so much for having me here tonight. So I'm Xavier Tequestelier. I am an architect, and I'm head of design technology and innovation at architecture practice Hassel Studio. Now, for the last 10 years, I've been involved in designing habitats, space habitats for the moon and for Mars. Next slide. Next slide, please. The one you see here is can you go back, please? Yes, that's it. Thank you. The slide you see here is a design we did for a 3D printed Mars habitat, part of NASA's Centennial Challenge. And you might think, why is an architect involved in this? Go to the next slide. If you look at the International Space Station, that is, of course, going to next slide. Yeah. Si l'on observe la Station spatiale internationale, on constate que peu d'architectes s'y sont impliqués. Qu'avons-nous fait? Ce n'est pas de la science nucléaire, mais c'est quelque chose de très innovant. Cependant, nous avons des arguments différents. Je dirais que le design doit faire
partie de la conception de ces habitats. Moi, je défends la participation de design dans l'espace. Les astronautes ne vivent pas dans l'espace, ils survivent. Les astronautes ont un rôle à jouer dans l'espace. Certes, ce que nous voulons, c'est de mettre en premier plan le design et défendre la vie. Donc, il faut tenir compte de nombreux détails très précis, tenir compte de tout ce détail, car aucune erreur n'est permise. Et que voyons-nous ici? Nous pouvons voir l'architecture de la mission, non seulement de l'individu, mais comment on va s'y rendre sur Mars, comment on peut arriver, comment on peut voyager pour aller jusque-là. Ici, vous pouvez voir comment nous nous protégeons, comment nous pouvons nous protéger des radiations et des galaxies. Il faut voir ce que nous allons construire, mais également comment nous allons les construire. Nous allons utiliser l'imprimante 3D. Nous voulons concevoir et utiliser le design pour nous rendre sur l'espace et nous voulons vivre confortablement car nous n'allons pas y aller pour un temps très restreint mais pour une longue période. Vous pouvez voir ici un de ces habitats que nous avons conçus et dessinés et vous pouvez voir que nous pouvons mettre à l'épreuve cette initiative. Ceci est exposé à un musée, dans un musée à Londres et ce sera bientôt exposé au Musée des sciences à Stockholm dans un mois si je ne me trompe. Merci. Excellent, je vous remercie. La parole maintenant au docteur Ioannis Daklis. Je pense que nous avons une très grande chance d'avoir tous ces spécialistes, tous ces experts avec nous. Okay, I would suggest to start our discussion and Je proposerais de commencer dès maintenant notre débat, d'échanger des points de vue, nos expériences. Je proposerais comme une première thématique de discuter, par exemple, de la question des enjeux et des contraintes dans l'espace. Il y a tout d'abord la présence de l'être humain et sa survie. C'est une première contrainte, la survie de l'homme au-delà de la Terre. Moi, je proposerais que l'on échange nos points de vue et de voir quels sont ces concepts qui nous viennent à l'esprit et qui viennent à l'esprit de tous nos invités qui sont liés aux risques auxquels nous sommes confrontés dans l'espace et comment nous pouvons les surmonter, voir également si ces enjeux, ces risques valent la peine d'être surmontés en tenant compte des avantages dont nous allons tirer en y habitant, en colonisant l'espace. Par exemple, il faudrait voir comment nous pouvons également trouver les ressources nécessaires. Et il faut voir également quels sont les avantages pour les générations futures, comment nous allons garantir, parvenir à la solidarité entre les individus. Innovation, par exemple, c'est un autre facteur. Je vous invite donc à échanger nos points de vue sur tous ces aspects de l'exploration de l'espace, donc les enjeux et les contraintes. Et quel est votre point de vue? Anyone I can go first. Everyone's good with that. This is Adriano. Est-ce que je peux répondre en premier? Adrianos Golemis. Être médecin, c'est quelque chose de très important.
car le défi est toujours là et c'est un grand défi, car c'est un défi lié au corps et à la psychologie. Comme M. Lordos l'a dit, la psychologie joue un rôle très important. Il ne faut pas sous-estimer la réaction de notre esprit, que nous vivions sur la Terre ou sur une station autour de la Terre, ou bien lorsque nous créons des habitats où nous colonisons la Lune ou Mars. D'un point de vue médical, je dirais que lorsqu'on quitte la Terre, il y a des changements sur notre corps, car nous sommes habitués, nous sommes créés à vivre sur la Terre. Mais lorsque nous partons, nous quittons la Terre, il faut nous adapter à d'autres conditions qui sont différentes de celles auxquelles les générations précédentes ont été confrontés. D'autres enjeux, c'est la chaîne des événements sur l'espace. On peut être avoir le sentiment de tomber très rapidement car il n'y a pas de gravité, on ne peut pas tomber. Ceci peut causer des nausées, mais il faut dire que le corps s'adapte et c'est remarquable. Par ailleurs, il y a des effets à long terme dont il faut tenir compte. Si l'on va au-delà de la Terre, si l'on réfléchit à notre corps, à nos muscles, à nos nerfs, nous n'avons pas de gravité. Les astronautes ne s'entraînent pas de la même façon comme ils le font sur la Terre. Par ailleurs, on peut penser à un autre aspect. Lorsqu'on part, on quitte la Terre, nous ne sommes pas confrontés par le champ magnétique de la Terre. Mais ce que Dr. Douglas a dit, c'est bien, c'est tout à fait adapté. Il nous a invités à voir les défis, les enjeux. Comme je l'ai dit, il y a des avantages concrets et non concrets, matériels et immatériels. Par exemple, ce matin, j'ai lu qu'un laboratoire veut concevoir des tests contre le virus du Covid en temps record. Donc, on peut voir que les avantages sont concrets pour les habitants de la Terre. Mais il faut voir également les avantages intermédiaires, indirects. La nouvelle génération peut contribuer à la science. Personnellement, je ne suis pas scientifique, je suis médecin, praticien d'ailleurs, mais j'étais toujours intéressée par l'astronomie. J'avais toujours un intérêt pour l'exploration. C'est ce qui m'a motivée d'ailleurs. Et j'en suis très reconnaissant. Merci. Lordos and Alexandros Lordos. Alexandros Lordos. We don't hear you. On ne vous entend pas? Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Dr. Golemis, notamment pour ce qui est de l'inspiration, pour le mérite de l'inspiration et pour la découverte de l'espace et pour sa colonisation. Avec mon frère, nous avons présenté un projet dans le cadre du Star City. Nous allons vous le présenter par la suite. Nous l'avons partagé, nous l'avons présenté à des enfants de 10 ans. Dans l'école de mon enfant qui est âgé de 10 ans, nous avons présenté ce projet. Les enfants étaient emballés par ce projet. Nous pouvons parler longuement sur les avantages de ce genre d'exploration et tout ceci a toujours des enjeux. Mais je vais aller au-delà des défis, car tout est défi dans la vie. Ceci ne peut changer, ce ne peut être un critère pour agir. La question qui se pose, c'est si cela vaut la peine. Je pense que ceci permet de donner un nouvel objectif à notre génération jeune de notre époque. Et je crois que ceci qu'on peut convaincre cette génération. Tous ces projets démontrent qu'ensemble, nous pouvons faire des choses remarquables, y compris coloniser une autre planète. Je pense que nous pouvons démontrer sur la Terre que tout cela
peut se faire. Et ceci, ce sera la marque d'un nouveau modèle qui sera un véritable jalon pour toute l'humanité. Monsieur Giorgos Lordos. Monsieur Giorgos Lordos, est-ce que vous pouvez nous parler des difficultés interpersonnelles dans un environnement très hostile comme la planète Mars en vous inspirant de votre projet Star City? Oui, j'aimerais répondre à cette question des défis, des enjeux et des avantages. C'est une question très réaliste. Nous vivons dans un monde hostile, mais qui a de nombreuses ressources. Ici, il s'agit d'un environnement tout à fait différent, avec des conditions tout à fait différentes. C'est un environnement qui s'inspirera de nos talents et nous devons nous soutenir l'un l'autre pour faire face à tout cela. Mais cette expérience nous permet de devenir plus mature en tant qu'individu et que société. C'est un exemple, mais il s'agit là d'une vision également tout à fait différente de l'avenir, de notre place dans l'avenir face à cette routine quotidienne, à ces différends, à ces querelles qui différencient les individus et qui les opposent. Je pense que ce défi, c'est l'avantage. Le défi de vivre ailleurs, dans un autre monde, c'est un motif. C'est un motif en tant qu'individu et qu'humanité. Je dois dire que je suis épris par cette vision du monde optimiste présentée par Giorgos et Alexandros Lordos. Vous avez tout à fait raison, effectivement. Et nous aimerons avoir le point de vue de Monsieur de Castelier. Oui, je crois que les avantages, vous dites... Laissez-moi réfléchir. Je pense que nous n'allons pas coloniser Mars comme Elon Musk pensait le faire dans les 50 ou 100 années à venir. Et cela car c'est une tentative qui a déjà été engagée, mais vivre sur Mars, c'est très difficile. Ce que moi, j'aimerais dire, c'est faire une analogie, une comparaison avec ce qui se fait en Antarctique. Car nous n'emménageons pas en Antarctique, c'est une base d'exploration et de recherche. Et je pense que Mars ressemblerait plutôt à cela. Aller sur Mars, c'est plutôt un projet de recherche dans le domaine scientifique. Et cela, je pense, suffit pour y aller. Mais est-ce que cela peut conduire à la colonisation de la planète Mars? Je ne suis pas certain, je ne suis pas convaincue. Je ne sais pas si c'est nécessaire, d'ailleurs, de créer des colonies sur Mars. Les défis, vous avez dit oui, les défis sont énormes. C'est un véritable défi de réaliser ce projet sur Mars. Mais les êtres humains sont toujours motivés par ce genre d'enjeux, par l'exploration de l'espace. Donc, cela vaut la peine. Vous me permettez, Anne? Oui, je partage le point de vue de Monsieur de Castelier que la perspective de coloniser Mars, c'est une perspective peu probable pour l'avenir proche en raison de cet environnement très inhospitalier de la planète Mars. Mais pour résumer ce qui a été dit, tout le monde pense que nous aurons des avantages très précis en termes de recherche que de science. Et car la science, la technologie, la recherche pourront profiter des innovations qui sont
nécessaires pour se rendre sur Mars et pour créer une base de recherche, une station de recherche sur Mars, car les conditions sont très difficiles. Il est très difficile de mettre en place cette station et de la maintenir. Par ailleurs, je partage les idées positives de Yorgos et Alexandros concernant l'impact d'une telle entreprise et pour ce qui est également de la solidarité, de l'inspiration pour les êtres humains. Et je passe à ma deuxième thématique que j'aimerais partager avec vous, qui est d'ordre pratique. Et je fais référence à l'aspect durable de l'individu dans l'espace. Pour être plus concret, sur Mars, car certains d'entre vous avaient une relation directe, si je puis dire, avec les projets de colonisation et de création d'habitats sur Mars. Le fait de créer une station de recherche est une sorte de colonisation et l'aspect durable n'est pas évident. Monsieur de Castelier a été impliqué dans l'initiative de la NASA. Monsieur Lord a travaillé dans le cadre du projet Star City, donc vous savez très bien à quoi je fais référence. Vous savez que la présence d'individus dans un environnement si inhospitalier peut promouvoir également cet aspect durable. Quel est votre point de vue sur l'aspect durable de la présence des individus sur la planète Mars, dans cet environnement si inhospitalier? Je proposerais de commencer par de donner la parole à Dr Golemis. Comment peut-on se présenter à l'isolement, à ce manque de sensations dans un environnement, dans ce genre d'environnement? Comment peut-on préserver la viabilité de l'individu? Comment peut-on aider le corps et l'esprit humain à se préparer? Merci pour cette question. Il y a des limites et je pense que la nature humaine doit devoir toujours aller au-delà, franchir ses limites et ceci est lié à la viabilité. Concernant cette colonisation dont vous avez parlé, voyons d'abord l'Antarctique. Au début, il y avait des individus qui se sont rendus en Antarctique il y a un centenaire. Maintenant, les gens qui s'y rendent restent de plus en plus longtemps et passent même l'hiver. Ils restent pendant une longue période. Et je pense que ceci sera également valable pour la Lune. Nous avons mis le pied sur la Lune et nous avons beaucoup de chance de nous y rendre de nouveau et de rester plus longtemps. Et je pense que ceci se fera également avec la planète Mars. Mais comme vous avez dit, le grand défi, c'est qu'il y a de manque. Il n'y a pas de point d'intérêt. La vie est très monotone. Nous sommes très loin de la famille, des gens que nous aimons. Si je peux faire une analogie, nous vivons quelque chose de similaire avec le virus actuellement, avec la pandémie. Nous prenons conscience de la difficulté de ces conditions. Les astronautes qui partent dans ce genre de mission sont isolés pendant 6 mois, 1 an, plus longtemps. Comment peut-on se préparer, m'avez-vous dit? Eh bien, il y a de nombreuses contre-mesures qui sont prises. Aujourd'hui, les astronautes voyagent autour de la Terre. Nous pouvons envoyer les ravitailler s'ils ont besoin de médicaments, s'ils ont besoin de quelque chose qui peut les divertir. Mais ceci est limité lorsqu'on parle de Mars. Comment
se préparer. D'abord, il faut choisir les personnes appropriées, compétentes. Il faut entraîner ces personnes. Il faut... et si quelqu'un décide de participer à une telle expérience, il faut savoir qu'il y aura toujours un écart dans le temps entre les personnes qui seront sur la Terre et sur Mars. Donc, la communication ne sera pas facile. Il faut donc que ces personnes aient un entraînement approprié qui réponde également à cet aspect de la viabilité. J'espère avoir répondu à votre question. Et maintenant, nous passons à Dr. Alexandros Lordos. Vous avez dit que vous partagez le point de vue de Dr. Douglas. Quels sont les paramètres dont il faut tenir compte pour le bien-être des personnes qui s'y rendent sur la planète Mars? Et est-ce que ceci peut être comparé à une mise en réseau de l'esprit humain, et où faut-il placer la ligne rouge, la ligne de démarcation? Très rapidement, et ensuite je donne la parole à Yorgos, qui va nous faire voyager au projet Star City. Ce que j'aimerais dire avant que Yorgos prenne la parole, c'est que si on ne pense pas avoir des milliers de personnes sur Mars, eh bien, jamais nous ne pourrons résoudre le problème émotionnel. On ne peut pas se sentir bien dans un espace clos où il n'y a que des scientifiques. Ces scientifiques voudront toujours revenir auprès de leur famille sur Terre. Mais pour voir si les êtres humains se sentiront bien sur la planète Mars, il faut qu'ils se sentent confortables comme chez eux. Donc, il faut créer une véritable société. S'éloigner de ce que nous avons en tête et réfléchir à ce que Elon Musk dit, avoir des milliers de personnes sur Mars. Permettez-moi maintenant de donner la parole à Yorgos qui va nous expliquer comment Star City fonctionne, comment nous avons appréhendé ce projet Star City qui permettrait de donner corps à toutes ces expériences, à toutes ces entreprises. Voilà, vous voyez ici Mars et les projets de Star City qui se feront sur le bord d'un cratère. Ici, vous voyez un autre point de vue de la Star City. La plus grande partie de cette ville sera dans des tunnels qui seront reliés entre eux. Ici, vous voyez un laser. Il s'agit là d'un concept du Star City, d'une ville qui peut avoir ses propres ressources énergétiques. Comment cela peut se faire? En créant un phare d'espoir vers la Terre afin que les enfants puissent voir ce laser. Ce ne sera pas un simple laser, ce sera une lueur d'espoir pour la Terre. Ici, vous pouvez voir une photo qui montre comment les individus seront sur Mars. C'est un parcours. C'est un espace qui peut prendre la forme que l'on souhaite. L'idée est que lorsque l'on enverra des êtres humains sur Mars, on ne les enverra pas avec des solutions toutes faites, mais avec des capacités à s'adapter, des capacités flexibles, et nous les encouragerons à devenir
plus astucieux à trouver des solutions pour trouver des solutions à leurs problèmes. Ici, vous pouvez voir des tunnels qui serviront de route. Les tunnels verts représentent les habitations. D'autres sont des lieux de stockage. Et ce réseau de tunnels peut être permettront de voir la Terre, car ils seront surmontés de dômes. À quoi ressemblent ces dômes? Ce sont des espaces communs où il y a une mise en commun optique avec Mars. Ici, l'idée de la sécurité et du confort constitue la pierre angulaire pour notre survie sur Mars. Sur Star City, les maisons seront confortables et même si ces habitats seront dans des tunnels, il y aura des fenêtres qui permettront de profiter du soleil, de la lueur du soleil à tout moment. Tout ce qui est possible se fera pour que chacun se soit à l'aise, confortable, comme chez soi. Après plusieurs générations, les générations suivantes créeront une atmosphère, ils créeront un lac pour profiter de l'eau qui existera sur Mars et donc on pourra parler d'une planète composée d'eau liquide pour l'avenir. Je dirais que si l'on ne met pas en place une stratégie, si l'on ne permet pas aux individus de se doter des compétences pour résoudre seuls les problèmes, rien ne peut être durable sur cette planète. Rien ne peut être résolu de prime abord sur la Terre. Monsieur de Castelier, j'ai une question. Quel est le rôle de la technologie ou est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce qui a été dit? Oui, je pense que j'aimerais parler de cet aspect durable. Ce qui m'intéresse, c'est la deuxième image, deuxième slide, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut voir le deuxième slide de Monsieur de Castelier? That's great. Yeah, that's it. So this is a visualization we had done. Ici, vous voyez une visualisation de notre projet. C'est une illustration optique de notre projet. À la première image, nous pensions que tout était parfait, mais nous avons constaté par la suite quelque chose de très intéressant. Sur l'angle droit, en bas, nous avons des robots qui ont été faits par imprimante 3D. Et là, je me suis dit, que ferons-nous de ces robots? Ils ont fait leur travail. Et après, qu'en ferons-nous? Après, je me suis rendu compte que nous avons créé le premier cimetière de robots sur Mars. Donc, il faut réfléchir et en raison de cela, nous avons reconçu notre système robotique parce qu'après l'impression 3D, nous avons créé des assistants robots qui se sont dotés d'autres fonctions. Nous nous sommes dit, quel est notre objectif? Il fallait donc trouver un autre objectif. Nous avons donc adopté une nouvelle approche, une nouvelle perspective. Nous avons commencé à revoir l'ameublement.
C'est-à-dire que ce que nous amenons sur Mars doit être léger, car le transport est très coûteux. Que ferons-nous avec les meubles? Comme vous pouvez voir, ces meubles sont très beaux. Notre objectif n'était pas de les emmener sur Mars, mais de les créer sur Mars. C'est du plastique fait en 3D. Mais là, nous aurons des expérimentations qui pourront se faire. Nous aurons également des conditionnements qui devront être recyclés. Je pense qu'il faudra donc trouver un moyen de recycler, de réutiliser tous ces objets. Nous avons également travaillé avec des designers dans le domaine de la mode. Nous avons réfléchi sur la réutilisation de tous ces objets et sur la réutilisation de ces parachutes d'atterrissage. Pourquoi ne pas les utiliser et les recycler? Tout ce que nous faisons sur Mars doit être issu de recyclage, d'économie cyclique, car les conditions sont bien plus difficiles que sur la Terre, sur Mars. Et comme il a été dit, sur la station spatiale, nous avons un approvisionnement qui vient de la Terre, mais ceci ne peut se faire sur Mars. Donc, il est très important de concevoir les choses de manière tout à fait différente, car une fois que nous sommes sur Mars, nous ne pouvons plus jeter. Il faut tout réutiliser et recycler. Merci, Monsieur de Castelier. Effectivement, vous avez abordé deux questions très importantes. La première, c'est que, comme vous avez bien dit, nous ne pouvons pas créer des cimetières d'objets et de biens. Et ceci est lié à notre approche de protection de la planète. Mais j'y reviendrai par la suite. Par ailleurs, vous avez dit que votre principal souci, votre approche principale pour la conception de ces habitats sur Mars se fondait sur l'utilisation de matériaux se trouvant sur Mars. Donc, utiliser tout ce qui peut être utilisé et qui se trouve sur le site, sur Mars. Et je pense que c'est un principe fondamental. Et apparemment, ceci contribue à cette durabilité, à ce besoin de protéger notre environnement. Par ailleurs, j'aimerais revenir sur ce que M. Lordos nous a dit sur le bien-être émotionnel. Je comprends entièrement ce point de vue, mais je m'opposerai sur le fait que le bien-être émotionnel n'est pas important pour un petit groupe de scientifiques qui se trouvent sur Mars, sur la Lune pour une brève période. Pourquoi, me diriez-vous? Eh bien, car je pense qu'il est vital également pour ceux qui se trouvent dans un environnement hostile, ne fût-ce que pour une brève période, d'avoir une expérience émotionnelle de vie. On ne peut prétendre, car le fait d'être là pour une brève période, que ceci n'est pas important. Quel est votre point de vue là-dessus? Je ne m'opposerai pas à ce que vous venez de dire, Dr. Daglis, et je pense que le bien-être émotionnel est très important, y compris pour les petites équipes qui font des missions spatiales. Mais ceci n'est pas viable dans le long terme. Donc, pour leur bien-être, ils doivent rentrer chez eux et voir si certaines personnes peuvent faire l'expérience de ce bien-être émotionnel. Pour y arriver, il faudrait créer une société, une communauté sur Mars. Il faut donc nous avons des conditions ici tout à fait différentes. Avoir des communautés sur Mars, ou préserver la vie émotionnelle. Je pense qu'il faut préserver une triple identité. Si je suis
un être humain sur Mars, si je suis dans une mission spatiale, sur une station spatiale ou sur une ville sur Mars ou sur la Lune, comment est-ce que je me conçois moi-même? Tout d'abord, je suis un survivant dans un environnement hostile, comme les anciens explorateurs de la Terre, des pôles de la Terre. Il y a le risque de la mort subite à chaque moment. Et pouvoir surmonter tout cela en communauté avec les autres membres du groupe, c'est déterminant pour survivre dans l'espace. Par ailleurs, si je suis explorateur et si je suis sur une planète avec des milliers de personnes autres moi, et je suis dans le vide absolu, je fais ce que je veux, je peux devenir celui que je veux. Ceci me conduit au troisième aspect de mon identité, m'amène à dire que nous n'avons pas parlé suffisamment de la psychologie spatiale. Je suis philosophe, j'étudie ce qu'est de bien vivre. Et qu'est-ce que bien vivre? C'est de pouvoir vivre dans des conditions extrêmes et savoir, prendre conscience que ce qu'on a appris par nos parents, nos grands-parents, ne peut ne pas toujours être valable. Et comment ceci s'applique dans notre cas, par exemple dans le cas d'une ville sur Mars? Nous avons par ailleurs dit que chaque habitant sur la Star City exercera une activité liée à la survie, par exemple l'agriculture, la culture de plantes, mais parallèlement, il aura une autre profession. Il sera poète, designer. Il faudra donc trouver un équilibre entre ces différentes identités. Ils seront tous des explorateurs. Ils exploreront tous les jours la planète Mars. Mais en trouvant un équilibre entre ces diverses identités, ils pourront s'aider l'un l'autre, se soutenir et faire preuve de solidarité. Il nous reste malheureusement 8 minutes et une question de notre public. Je voudrais remercier Dr Lordos. Votre réponse était très éclaircissante et votre façon d'aborder la question répond à la façon dont le bien-être émotionnel peut préserver ces personnes sur notre planète à condition que ces individus se sentent sur Mars comme chez eux. Avant de passer à la question du public, je vais aborder le deuxième point de la troisième thématique, qui est: est-ce que cette nouvelle optique sera approuvée d'un point de vue environnemental? C'est une question très sensible, vous avez raison. Vous parlez du terraforming, donc de la transformation des autres planètes en Terre. Écoutez, la question est la suivante. Si vous avez lu le livre de Robinson, cette question se pose des protagonistes, car il y a un désaccord. Si l'humanité a le droit de changer une planète vierge de quelque manière que ce soit en mettant en place des stations ou à travers ce terraforming, transformation de cette planète en Terre. Je l'ai dit quand j'ai dit qu'il faut être très attentif, très prudent sur Mars, mettre à profit le recyclage, la réutilisation et éviter d'infecter Mars et de polluer Mars. Est-ce que vous croyez que l'humanité a ce droit déontologique, moral de changer une planète vierge pendant des millénaires? Est-ce qu'on peut se fonder sur notre réputation selon laquelle nous voulons rendre cette planète plus fonctionnelle?
Xavier, qu'en penses-tu en tant que philosophe? George Lordos. Je dirais que toute forme de vie a le droit de profiter des avantages dans quelque environnement que ce soit. Ce qui est en jeu ici, c'est qu'en tant qu'individu, nous avons la sagesse de vivre en harmonie avec l'environnement que nous qualifions de chez nous, de chez soi. Ceci est très important. Il est vrai que nous n'en sommes pas très bien tirés sur la Terre, mais un des avantages d'une colonisation de Mars, ce serait que ce serait un nouveau départ où nous pourrons concevoir un mode de vie plus durable par rapport à notre mode de vie sur la Terre. Et la question qui se pose est de savoir quel sera le modèle que nous allons proposer. Je pense qu'il faudrait créer un modèle en harmonie avec la Terre et non pas en opposition. Je pense que nous avons le droit de changer une planète à condition de s'auto-limiter sur cette planète et de vivre avec cette planète. Vous avez proposé une fois encore une approche optimiste. Sur Mars, l'humanité aura très probablement une deuxième chance pour mieux réussir et pour parfaire son mode de vie. Je pense qu'il y a une différence très importante. Si nous allons sur une planète avec une forme de vie, même une forme de vie minimale, je pense que l'équation change. Si l'on va sur une planète où il n'y a pas de vie, et ceci est démontré, est avéré, je pense qu'en tant qu'espèce, en tant qu'être humain, nous pouvons y habiter, créer une communauté et changer cet environnement, à condition que cela se fasse avec un objectif. Mais il y a une énorme différence. Si l'on trouve une vie sur une planète, tout change. Voilà ce qui fait la différence selon moi. S'il y a un élément, une forme de vie sur cette planète ou pas. Malheureusement, il ne nous reste que très peu de temps, malheureusement, dit le modérateur. Sur la vie ou dans l'espace, nous savons que les muscles perdent de leur tonus en raison du manque de gravité. Est-ce qu'il y a des projets pour un entraînement sur Mars? Si vous me permettez, je vais répondre d'un point de vue spécifique du docteur Golamis. Merci pour cette question. Effectivement, les muscles perdent de leur tonus dans l'espace et cette perte se fait à un rythme qui peut surprendre. Si l'on ne fait rien, si l'on est inactif dans l'espace et en raison du manque de la gravité, il est tout à fait normal d'avoir cette atrophie. Quelles sont ces contre-mesures que l'on peut avancer? Tout d'abord, c'est l'exercice. Donc, que font les astronautes dans la station spatiale? Une grande partie de la journée est dédiée à la science et en fin de journée, ils doivent faire de l'exercice pendant 2 heures, s'entraîner et ce, 5 fois par semaine. Et ceci est nécessaire pour mobiliser, pour activer tous les muscles qui ne sont pas utilisés dans cet environnement. Mais que se passerait-il si l'on va sur Mars ou sur la Lune? Il faudrait voir comment cette gravité, cette moyenne gravité modérée de Mars ou de la Lune peut préserver le tonus de nos muscles. Car la gravité sur Mars est par exemple de 0,38, un tiers de la gravité sur la Terre. Est-ce que cela est possible pour nous?
reste à voir et c'est la raison pour laquelle il faut poursuivre nos recherches et appliquer toutes les connaissances que nous avons pu recueillir de ces expériences, de ces missions et mettre à profit également nos connaissances acquises sur la Terre. Je vous remercie tous, je vous remercie chacun séparément pour cet excellent panel. Notre débat aurait pu se poursuivre pendant des heures. Malheureusement, nous manquons de temps. Je voudrais remercier Dr Daglis. Dr Daglis, c'était un plaisir pour moi de rencontrer nos éminents invités. Et j'aimerais ouvrir ici une parenthèse. Le projet Star City est un projet des architectes Delta. Les architectes qui ont participé à ce projet, Tatiana Koupa et Papapanoussis. Nikos Papapanoussis. Ce sont des débats qui se font en partenariat avec l'Institut français de Grèce qui a initié ce voyage. Merci d'avoir pris part à ce voyage. Merci. Bonne soirée à tous. Merci.